Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup et TPSG. TPSG, pasteur à TPSG. Salut Matt, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien depuis la semaine dernière, et toi donc ? Ça va très bien. On se retrouve pour parler encore de la masculinité et en particulier aujourd'hui, vous le savez, hein, vous qui nous suivez assidûment, nous survolons un livre de Nancy Pearcey, Toxic War on Masculinity. En fait, personne dans le monde lui fait la pub qu'on lui a fait. Franchement, on lui consacre des heures. Des heures. Il faut appeler. C'est Crossway, c'est qui fait ça là. Non, c'est. Qui nous paye un. C'est Baker, non ? C'est pas Baker ou... Ouais, bon, bref. Baker, ouais. Là, il faut qu'il nous paye un gueuleton. Hein. Franchement, il faut qu'il nous paye un truc. Hein. Je pense aussi. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que donc on réfléchit sur comment l'homme est devenu toxique et comment la société a perçu l'homme comme étant finalement, toxique, mauvais pour la société et dangereux, étant la première source de danger. Dans les faits aussi, comment l'homme est devenu de plus en plus lui-même mauvais dans la société grâce à ce livre. Et aujourd'hui, on va parler des bambins, de ces admirables petits-enfants. Et on va s'intéresser ensemble sur la question en fait des conséquences de l'industrialisation avec les hommes qui ont quitté leur foyer pour aller travailler dans les usines, où dans toute la période pré-industrielle, on était dans une économie de famille où les hommes, femmes et enfants travaillaient ensemble sur leur terre, dans leur boutique. Ils travaillaient en famille et les hommes étaient du coup très investis dans la vie du foyer. Étaient les chefs du foyer, vraiment, à veiller sur ce que leur foyer ne manque de rien, étant les premiers responsables de leur foyer, et donc étaient aussi très investis dans l'éducation de leurs enfants, et en particulier de leurs garçons, auxquels ils donnaient une image à voir de ce qu'était un homme, c'est-à-dire un garçon qui serait arrivé à maturité. Alors bien sûr avec des défaillances, hein, comme à chaque génération, mais en tout cas les hommes étaient vraiment présents. Et dans ce chapitre, nous réfléchissons sur vraiment l'implication du fait que les hommes se soient éloignés de la maison. Et Nancy Pearcey pose donc la question sur qu'est-ce qui est arrivé en fait quand les pères ont quitté la maison pour aller travailler dans les usines. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour leurs garçons qu'ils devaient élever ? Eh bien, dit la première conséquence qu'il faut noter, c'est que c'est la première génération de garçons qui ont été élevés par des femmes. Et ça, on va le voir, ça a d'énormes conséquences parce que les garçons n'étaient plus élevés par le couple parental et avec le rôle de l'homme, mais la femme a dû assumer finalement le rôle de mère et aussi celui de père. Et ce chapitre s'ouvre, je crois que tu avais commencé avec ça, mais ce chapitre s'ouvre avec une citation de Fight Club. Ah. Il faut oui, c'est tout à fait. Nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes. Tout à fait, ouais. Ouais, ce qu'elle souligne Percy, c'est que ce qui s'est passé concrètement, c'est que ces garçons, puisque là il est question des garçons, puisqu'elle va faire la distinction. Hein. Il est vrai que les filles comme les garçons, c'est tous les enfants qui ont grandi après sans père. Vous comprenez que quand on dit sans père, c'est parce qu'on parle de l'absentéisme du père, et un absentéisme qui était d'abord causé par un travail qui était hors de la maison. Donc là, on n'est pas en train de parler de père absent au sens moral, mais au sens
Physique, au sens matériel, quoi. spatial, Il est pas là. Spatial. géographique. Et les filles, il est vrai, ont comme les garçons ont été élevés du coup sans père, mais il y a quand même une grosse différence, c'est que les filles avaient un modèle féminin qui a continué à structurer leur éducation et qui a été pour elles un modèle de maturité, c'est-à-dire à quoi c'est quoi une fille mature? Ben, c'est une femme. Et ça aussi, tout au long, on va en rappeler, on va en reparler plus précisément à un moment donné, mais dans notre définition de la masculinité, c'est la question de la maturité est très important. L'homme ne se construit pas uniquement vis-à-vis de la femme, il se construit aussi comme étant l'aboutissement du garçon. Un homme, c'est un garçon qui est devenu mature. Donc la question de la maturité pour la définition de la masculinité est extrêmement importante. Et on va voir les répercussions que ça a eu justement sur l'immaturité des hommes, le fait d'avoir une génération de garçons qui a grandi sans père. Et elle dit, ce qui s'est passé assez naturellement, c'est que on a des générations de garçons qui ont commencé à grandir les uns avec les autres sans supervision masculine. Et non seulement ils ont passé beaucoup plus de temps entre eux sans avoir de père masculin qui les conduit et qui les cadre, mais aussi ils ont grandi, ils ont passé beaucoup de temps dans des endroits qui étaient structurés par des femmes, des mères, leurs mères, les enseignantes qui étaient aussi de plus en plus des femmes. Et finalement, ces garçons se sont retrouvés la majorité du temps, la très grande majorité du temps, avec des femmes. Et des femmes qui ont fini par représenter l'autorité et représenter aussi la structure. Ouais. La structure que connaissaient ces garçons, c'était à chaque fois une structure qui était soit instituée, soit manifestée par des femmes. Et Percy dit que avec le temps, les garçons ont commencé à résister justement à cette structure féminine, à cette direction féminine. Et ils ont commencé à associer les règles et les structures avec la féminité. Et ils se sont rebellés en créant un nouvel idéal de la jeunesse. Et le fait qu'être un vrai garçon, ça veut dire être malpoli, rebelle et un peu faire ce qu'on veut. Et là, on a une nouvelle génération qui a créé une nouvelle culture que Nancy Pearcey appelle la boy culture, la culture de garçon, où la vision de la masculinité a germé avec une vision de ce qu'est être un vrai garçon, qui a été associée à la liberté et aussi au fait de se libérer du carcan féminin. Et du coup, on fait bien le rapprochement, on fait bien le parallèle entre des jeunes garçons qui veulent s'émanciper du carcan féminin et des hommes qui veulent s'émanciper du carcan féminin. Les premiers veulent s'émanciper par rapport à leur mère, les deuxièmes veulent s'émanciper par rapport à leur femme. Et on va voir que cette vision-là a cultivé une vision immature de la masculinité et aussi un divorce de la responsabilité des hommes, notamment par rapport à leur femme. Ouais. Et quand la figure d'autorité est féminine, pour un garçon, tu retrouves aussi l'idée de dire, en fait, la figure d'autorité a pour fonction d'amener, de veiller sur l'ordre des choses aussi. Eh bien, en fait, quand tu es un garçon et que ce repère-là, c'est une femme, avoir une vie ordonnée, assumer les responsabilités, etc., c'était ressembler finalement à sa mère. Et un garçon ne veut pas ressembler à une maman.
il veut ressembler à un mec. Et du coup, il faut voir là-dedans, du coup, le tremplin. Enfin, c'est comme les aimants, tu sais, quand les pôles, c'est les mêmes pôles là, qui sont face à face, qui se repoussent. En fait, ça pousse le garçon finalement à rejeter cette forme d'autorité-là. Et c'est quelque chose que tu retrouves d'extrêmement prégnant dans notre société aujourd'hui, avec hélas énormément de familles monoparentales avec des femmes qui sont là, où les hommes justement ont fui leurs responsabilités, les familles sont éclatées et tu as le nombre d'hommes en fait, qui sont élevés par une mère seule. C'est hallucinant et on le voit quand arrive l'adolescence et que c'est maman qui doit donner l'exemple de l'ordre et du devoir. En fait, les garçons rejettent ça complètement. Et pour une femme, c'est extrêmement difficile quand tu as un garçon qui fait 1m80 et 80 kilos en face de toi et qui dit bah, je m'en fous, moi je sors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, en fait, tu t'écartes parce que sinon tu t'en prends une. Et voilà, enfin, quand ça tombe dans la violence, c'est extrêmement difficile. Et quand dans la société, l'autorité est incarnée au plus bas âge aussi à l'extérieur du foyer par des figures féminines, avec une féminisation très forte de la figure des étudiants, n'importe quoi. De l'inverse d'un étudiant, c'est, comment ça s'appelle, l'inverse d'un étudiant, un enseignant. Donc quand c'est prof, ouais, il fallait que je J'étais là, un jeune actif où je cherchais plutôt non, mais donc voilà, ça souligne un petit peu toutes ces difficultés-là, quoi. Ouais, et il y a vraiment cette idée aussi qui associe à cette époque-là l'autorité au fait d'être efféminé. Puisque la seule figure d'autorité, c'était les femmes, le fait d'être soumis à cette autorité, c'était finalement de ressembler à ces femmes et devenir efféminé. Et puis, Percy, elle dit, sans ses pères en tant que présence visible dans la maison, les jeunes hommes ont dû rechercher par eux-mêmes ce que la masculinité voulait dire. Et beaucoup l'ont fait en essayant de ne pas être comme les femmes qui les élevaient. Et donc, il y a... et ces femmes qui les élevaient, c'était pas juste des femmes, c'était des femmes qui représentaient l'autorité. Et ça. Donc, non seulement il y a eu un rejet de l'autorité d'un côté, mais aussi un rejet de ce que les femmes représentaient. Et elle dit, c'est à l'époque que le terme « sissy » en anglais, qui est une insulte, oui. Qu'on pourrait traduire par « femmelette » si on le traduit... oui, de la façon la plus polie possible. Voilà, si on le traduit de manière polie. En fait, à la base, ça veut dire « petite sœur ». Mais dans les années 1890, ça a commencé le sens a commencé à se transformer en référence à un homme qui avait des attitudes qu'on qualifiait de féminines. Et ça, c'est quoi? Et ben, ces attitudes-là, c'était des attitudes qu'on associait à la figure féminine, mais aussi maternelle, c'est-à-dire la tendresse et la compassion. Et donc, ces jeunes garçons ou ces jeunes hommes ont construit leur vision de la masculinité en opposition à la fois à l'autorité et en opposition à des vertus qui étaient incarnées par leur mère. Et ça, on se rappelle aussi qu'il y a toujours en arrière-plan cette idée que ces vertus étaient associées aux femmes et que les hommes ont développé d'autres vertus qui ont alimenté ce script du vrai homme qui était la compétitivité, l'agressivité, l'accomplissement de soi, etc. Et que l'absence des pères n'était pas juste causée par le travail, mais comme on l'a dit la semaine dernière, aussi parce qu'en revenant du travail, les mecs s'arrêtaient soit au tripot, soit au saloon, parce qu'ils ne voulaient pas rentrer et assumer leur responsabilité. Et donc tout ça, ça crée une espèce de bain dans lequel cette culture du garçon et du mauvais garçon, on va voir qu'après c'est l'émergence de la figure du bad boy, le mauvais garçon, tout ça a rendu ça possible, quoi. Ouais. Et je pense que
Bon, je l'avais évoqué la semaine dernière, mais je vais encore faire mon marxiste. Mais oui. Mais on ne se rend pas compte à quel point euh, l'industrialisation était sauvage et était un espèce d'enfer sur Terre. Les conditions de travail pour les hommes étaient tellement dures. Le travail en usine avec des horaires à n'en plus finir, des taux de mortalité dans l'usine, enfin, la, l'espérance de vie était en chute, en chute libre pour les hommes à cette époque-là. Les conditions de travail étaient très dures. Et c'est pas juste que le fait que les hommes aussi étaient, et ça je pense qu'elle n'en parle pas, mais c'est pas juste le fait que les hommes étaient à l'extérieur et qu'il y avait certes une compétitivité de la loi du travail, du marché, enfin si un autre est plus performant que toi, il prend ta place, mais aussi les conditions de travail étaient d'une violence terrible, où face à cette dure réalité du travail, en fait les hommes quelque part se réfugiaient aussi dans l'alcool, dans les jeux et tout ça pour se sortir de cet enfer-là du travail. Et que je pense que le décalage de la dureté du travail à rentrer au foyer devait être pour eux hyper difficile. Et en fait, ils avaient besoin de décompresser après le boulot, quoi. Alors, c'est décompresser de la pire des façons. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger à quel point aussi le contexte social était dur. Voilà. Et il l'est encore pour beaucoup. Et il est encore pour beaucoup aujourd'hui, tout à fait. Mais le syndicalisme a fait énormément de progrès, etc. Il y a des lois qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Tu étais Ouais, tout à fait. corvéable à merci pour l'usine, sinon tu perdais ça. Et puis c'était des contextes aussi économiques terribles avec les créations de la bourse, etc., où en fait tu perdais ton boulot. Enfin, c'était la pauvreté. Et voilà, donc les hommes se sacrifiaient aussi quelque part en dehors, mais ça les a rendus tarés, quoi. Et c'est là aussi où l'âge des machines nous a déconnecté un petit peu. Tu vois, quand tu avais une ferme, ta ferme, elle était quelque part limitée à tes capacités ou à tes employés. C'est-à-dire que tu pouvais avoir X hectares de terre, X têtes de bétail, X, etc. C'était le nombre dont tu pouvais t'occuper ou dont tu pouvais t'occuper avec les employés de ferme. Pour reprendre l'image de la ferme, on pourrait parler du nombre de clients pour un artisan, etc. Et finalement, le travail était beaucoup plus en lien avec la réalité et les capacités de l'homme. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'homme a dû rentrer dans un système où à la fois la logique de marché, mais aussi la logique de production ne voyait pas l'employé comme celui à l'aune duquel on allait échelonner la production, mais plutôt que c'est la production qui allait imposer à l'employé ce qu'il devait vivre. Et donc, on a aussi une transformation totale, effectivement. Alors, sans compter la violence dont tu parles, même la philosophie, où d'un coup, l'homme était le chef de son entreprise et qu'il est devenu un pion, on en avait parlé la dernière fois, qu'il est devenu un pion dans l'économie de marché global, ça aussi, en fait, ça a bouleversé même leur vision du monde et leur vision de leur identité, finalement. C'est ça. Et c'est à cette époque-là qu'on a créé ce truc qui aujourd'hui nous semble tout à fait normal, mais les 3-8. Le fait d'aller travailler la nuit, que l'industrie ne s'arrête jamais, tu vois, qu'elle ne se fixe pas sur le rythme de l'homme, tu vois, des capacités de l'homme, mais non, tu vois, d'aller bosser en H24 pour produire. Enfin voilà, ça, c'est toute cette époque-là, quoi, tu vois, dans laquelle on baignait. Ouais, et qui va continuer. Je regardais la date là des temps modernes de Chaplin, c'est 36. Ouais. Ok. Alors, on parlait de la... Alors, c'est là que ça aussi va émerger la culture un peu du bad boy. Exactement. Du héros bad boy. Et donc là, on a un glissement pareil entre une jeunesse vertueuse
qui a laissé place dans la littérature avec l'émergence de la culture du garçon à ce qui a été appelé, labellisé la littérature de bad boy. C'est des ouvrages qui célébraient, qui louaient un petit peu les mauvais garçons. On a un exemple fort avec Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Nous, à chaque fois qu'on parle de ça, on a le dessin animé puis cette musique. Hein. Ouais, Tom Sawyer, c'est l'aventure. Tu vois ce truc-là. Et ça paraît, ça apparaît mignon, tu vois. Mais derrière, il y a vraiment cette idée du gros rebelle, qui a pas envie de se faire, dompter. C'est justement. les talons sauvages, c'est la, ouais, c'est ça, c'est la bête Exactement. sauvage. Ouais. Et elle dit, même les autobiographies révèlent ce changement. Les mémoires qui ont été écrites au début du 19e décrivent un gentil garçon comme un exemple de piété, mais à la fin du siècle, donc le même siècle, à la fin du 19e, écrit Rotundo, le mauvais garçon était maintenant le héros, le bad boy était maintenant le héros, celui qui était fougueux, assertif et avec un esprit libre. Vraiment cette idée de l'étalon sauvage, comme tu disais. Ouais. Et donc, il y a ça a des implications après sur quand ils grandissent, quoi. Ouais, c'est ça. Les enfants deviennent des bad boys, ça donne quoi un bad man, quoi. Alors, il y a le développement, on va voir aussi d'une manière de voir la masculinité avec une dimension sauvage. Et ça, on le retrouve même dans une certaine vision de la masculinité évangélique, où on se demande quelle est la mesure d'une vision biblique et quelle est la mesure d'une vision vraiment culturelle, vraiment avec ce côté indomptable de l'homme, etc. On en reparlera. Mais du coup, il y a cette idée-là, cette glorification du garçon sauvage qui n'a pas envie de rentrer dans les cases, qui a donné naissance à l'homme sauvage, qui lui non plus a pas envie de rentrer dans les cases, qui a pas envie de se laisser embêter, pour le dire poliment, par les autres et surtout par les femmes et surtout par sa femme. Et donc, il y avait cette idée que un vrai homme, c'est un peu l'homme sauvage qui non seulement ne peut pas être dompté, mais qui a aussi besoin d'un espace où il ne sera pas dérangé. Et là, c'est intéressant parce qu'elle parle de cette idée de cave, comment on dit, la grotte. La grotte qui arrive à ce moment-là, en fait. Elle dit, au milieu des années, vers les années 1850, les maisons ont commencé à être construites avec une pièce séparée pour l'homme, pour lui permettre d'échapper aux pressions de la vie familiale, la fameuse grotte de l'homme. Ouais. Et il y a cette idée que l'homme doit pouvoir se retirer dans un espace où il devient presque un animal, un ours en fait, tu vois, c'est cette image de l'ours, où il peut être vraiment lui-même et qu'il est lui-même. C'est pas celui qui se plie aux règles et c'est pas celui qui répond aux besoins des autres, c'est celui qui pense à lui et qui est comme un animal sauvage en fait dans le grand Far West. Ouais, excellent. Et donc, et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Enfin, je trouve, tu vois, cette de l'homme qui a besoin de son espace à lui, alors que ce soit un espace dans la maison ou à l'extérieur de la maison, où souvent tu as l'épouse qui va être à 200% dans le foyer, qui va avoir peu de choses, tu vois, pour elle. Et l'homme, lui, il a son club de loisirs, il a son abonnement dans ce truc, il a soit chez lui son espace aussi qu'il s'est fait. Alors des fois c'est un bureau, des fois ça va être un atelier, des fois ça va être voilà. Alors qui peut les avoir plus une vraie chanceux ont les fonction. deux.
utile, voilà, qui peut avoir une vraie fonction pour le foyer. Tu vois, dire quand tu as un atelier à la maison et que tu bricoles beaucoup pour chez toi, etc., c'est tout à fait voilà. Mais des fois, on le voit dans les maisons américaines, c'est les basements, là, les caves qu'ils ont. Où en fait, tu as les mecs, en fait, ils transforment ça comme une espèce de garçonnière, en fait. Ou un truc où juste pour eux et leurs potes, avec le frigo, le billard, les canapes, et tu joues là Et enfin, tu passes ton temps avec tes potes, quoi. tu te souviens dans Les Sopranos, il y a Ouais. Tony qui se construit une salle de ciné. Oui. Et c'est marrant parce que quand il se barre de chez lui, après, c'est l'endroit où les femmes se retrouvent pour boire Oui, leur oui. C'est ça. petit martini. Voilà. C'est de l'appropriation culturelle, c'est un scandale. Euh, et en fait, voilà. Et bref, c'est quelque chose qu'on retrouve. Cette idée qu'un homme, il a besoin un peu de décompresser et de s'extraire de sa famille, alors qu'il y est déjà pas mal, enfin, alors qu'il est déjà pas mal absent, quoi. Ouais. Il y a aussi l'émergence d'une figure, la figure de la mégère, qui est cette femme qui empêche l'homme d'avoir une vie tranquille. Et notamment, Percy parle de cette nouvelle dont le héros s'appelle Rip Van Winkle, qui présente un homme qui boit, un gros ivrogne, quoi. Et puis, à un moment donné, il boit un truc, une espèce de liqueur enchantée, et il tombe dans un coma de 20 ans. Et quand il se réveille, eh ben, il est hyper content parce que sa femme est enfin morte et il peut vivre la vie qu'il a toujours rêvé. Et donc, elle dit, mais c'est incroyable de voir cette diabolisation de la femme qui est présentée comme une mégère, et cette tolérance vis-à-vis d'un homme mauvais qui est content que sa femme soit morte, alors qu'elle avait des bonnes raisons, nous dit-on, d'être sur son dos, parce que le gars était un ivrogne et prenait pas soin de sa famille. Ouais, Et c'est elle ça. dit le fait que cette histoire est devenue un classique immédiat en dit long sur la culture américaine et sa manière de ne pas respecter les femmes à ce moment-là, et son soutien pour des hommes qui restent des garçons éternels, ceux qui échappent leurs responsabilités familiales et qui veulent s'affranchir des demandes légitimes de leurs femmes. Ouais. Et là, il y a un truc. Qui reste encore aujourd'hui. Une espèce de glorification du bad boy qui est en fait un homme qui est resté un garçon. Et qui... Et nous, on va louer et encenser sa prétendue liberté, alors qu'en réalité, il a juste déserté ses responsabilités. Ouais, et ça. je trouve qu'il y a une glorification de manière générale, et peut-être dans la culture française aussi beaucoup, tu vois, celui qu'on va affubler de libre penseur ou de libre quelque chose, tu vois, avec la liberté qui est plutôt une licence, mais une liberté comme une espèce de vertu absolue par laquelle il se serait affranchi de tout ce qui le retient pour être vraiment lui-même, tu vois. Ouais, c'est comme dans Les Trois Frères, là. Tu sais, Didier Bourdon, il dit, moi, je suis comme Montaigne, j'ai pas d'attache, j'ai pas de famille, je me suis fait tout seul. C'est vraiment le libre, quoi, tu vois, enfin, le libre. Celui qui se croit libre. C'est ça. Chaque fois, je pense à ça, moi. C'est une belle image. Ouais. Je me suis fait tout seul. Enfin, voilà, il a fond sur Montaigne et à se prendre pour un espèce d'homme libre. Et voilà, quoi. À un moment donné, je sais pas si tu te souviens. Tu dis alors, et là, quand ils sont en galère, il dit, et qu'est-ce qu'il dirait Montaigne là? Il se fout de lui. Ben, Montaigne, il dirait qu'on est dans la merde.
C'est Le génial. philosophe. Ouais, c'est Et ça. après, il y a aussi cette idée que cette idée a été reprise dans le script justement du vrai homme, avec en forgeant cette image que le vrai homme, c'est l'homme qui est libre de toute attache, justement, comme C'est Montaigne, ça. et celui qui laisse sa famille et sa communauté. Et on a, voilà, c'est l'électron libre. Et souvent, et pourquoi c'est associé en fait à l'homme libre de toute attache et de toute responsabilité, il y a aussi les hommes qui sont incapables d'être soumis à quelconque autorité. En fait, C'est ce ça. sont des garçons Et qui étaient voilà. rebelles et qui n'ont jamais grandi, qui sont restés des garçons rebelles et qui, parce qu'ils n'arrivaient pas à assumer quelconque autorité, n'arrivent pas à assumer quelconque responsabilité aujourd'hui. Et finalement, Exactement. ce qu'on va... Tu vois, un exemple criant pour moi, c'est Andrew Tate. Andrew Tate, qui est souvent décrié, tu vois là, ce mec? Ouais, le gars qui a des procès et tout ça, là. Exactement. Attends, c'est un C'est pour Américain moi, ou un Anglais? Anglais. je crois que c'est un anglais. C'est Ouais, l'épitome, c'est la manifestation vraiment de ça, en fait. ouais, Du gars qui met en avant ce qu'il est un vrai homme parce qu'il fait ce qu'il veut, ouais, qui se fait beaucoup d'argent, et etc., qui tape ouais, la violence. Et ouais. moi, je trouve une petite citation que j'ai trouvée. Alors que c'est... Ouais. Mais c'est ça. Et tu retrouves aujourd'hui, alors que c'est justement un homme qui n'accepte aucune autorité, qui n'accepte donc, du coup aucune responsabilité, qui veut être libre, en gros, qui est complètement centré sur sa petite personne et ses petits besoins. Et voilà, on le retrouve, hélas, dans le script du féminisme que tu as aujourd'hui, où en fait la femme veut être pareille. Et en fait, la femme veut ressembler à cet homme-là et finalement aussi se déshumaniser, se déresponsabiliser de ses vocations. La femme Et veut devenir un homme toxique, c'est ça que veut tu dis. devenir un homme toxique, exactement. Et c'est ça, être une femme libre. C'est très bien formulé. Ça, c'est un titre pour l'épisode, ça. La femme qui veut devenir un homme toxique. Et en fait, et c'est ça qui est terrible. Et de voir et de cataloguer maintenant aussi la femme qui appelle l'homme à assumer ses responsabilités comme étant une mégère ou une castratrice. Alors, oui, tu peux avoir des femmes qui sont de vraies mégères, qui sont de vraies femmes qui veulent rabaisser les hommes, qui se voilà. Mais souvent, quand une femme doit appeler un homme à prendre ses responsabilités, c'est que c'est une femme qui est en souffrance. Et les hommes ne comprennent pas, enfin, et les hommes n'acceptent pas euh, que leur femme les appelle à justement à assumer ça et vont cataloguer leur femme qui leur demande d'assumer leurs responsabilités comme étant justement une mégère. Casse-pied, Et quoi. tout comme voilà, casse-pied et tout sauf une femme qui soit belle et tais-toi, quoi. Tu vois, ce qu'ils aimeraient finalement, quoi. Sois belle, tais-toi et serre-moi. Tu vois, je pense que Et c'est un vite. peu le rêve, quoi. Et vite. Putain, c'est horrible. Ah là là. Et Attends, ça faut que je ferait note un le titre de bon l'épisode. titre d'un livre qui se vendrait et tu serais invité sur tous les plateaux, je pense. Ouais, chez Quotidien, je pense. J'écoute, ouais. Et après, il y a une partie qui est excellente dans le livre, qui nous parle des westerns. Et qui nous parle en fait et qui nous explique comment le développement des westerns non seulement vient de cette vision-là de la masculinité et a continué d'entretenir cette vision-là de la masculinité. Et elle dit le thème des westerns était de retrouver une masculinité perdue. Les hommes doivent quitter la civilisation derrière eux et entrer dans l'Ouest sauvage. C'est ça, Et la conquête. voilà, c'est ça, on a cette idée vraiment que l'homme doit se détacher non seulement de sa famille, mais aussi de la religion. On se rend compte qu'il y a dans les westerns souvent une critique de la religion parce que, encore une fois, les valeurs et les vertus que prônait la religion étaient maintenant associées aux femmes et au clergé, qui étaient devenus des freins à l'expression d'une masculinité authentique et que les hommes devaient rejeter. Et il y a une belle image de Deathwork, je trouve, quand elle parle d'un western fameux de Zane Grey qui s'appelle
Riders of the Purple Sage de 1912. Elle dit « L'histoire commence avec un rejet explicite de du christianisme. Une jeune femme est en proie au trouble, regarde les montagnes, enfin regarde les collines et murmure « D'où me viendra le secours ?» qui est une allusion au psaume 121. Et à ce moment, un gunman, on va dire un cow-boy, apparaît à l'horizon, habillé tout en noir. Et Tompkins explique, Gray, l'auteur, invoque délibérément la référence biblique juste avant de la rejeter délibérément. Au lieu d'une aide qui vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, comme dans le psaume, elle arrive sous la forme d'un cavalier. Et en fait, on a une image de death work. On a une image de subversion où on a une superposition d'une culture religieuse et d'une vision du monde et d'une image, de l'image d'un homme nouveau qui apparaît comme le vrai Messie. Le secours ne nous vient plus de l'Éternel, il vient de cet homme qui est vraiment un homme et c'est lui qui va régler les choses, quoi. Et après, elle dit, elle cite l'historien Sarah Watts qui note « Les écrivains ont mis dos à dos l'éthique du cow-boy contre les valeurs chrétiennes de miséricorde, d'empathie, d'amour et de pardon. » Elle ajoute le cow-boy n'était pas intéressé de sauver des âmes ou de rechercher la pureté spirituelle ou alors de trouver un sens à la mort. Son code de conduite est né alors qu'il était dans un combat contre le côté sauvage des hommes et des bêtes, avec comme arme des pistolets, des cordes et du fil barbelé. Et là, on a, je trouve, encore une fois, la sécularisation et l'immanence qui a pénétré au cœur de la culture, qui a donné naissance à un imaginaire et à une image de la quête de l'identité, de la quête de soi et plus loin de la quête de la masculinité qui redéfinit les choses non pas en lien avec la transcendance mais en lien avec soi-même et dans le temps où l'on se trouve. Et donc l'homme est voué quelque part, c'est ça, et l'homme est voué à se réinventer à chaque génération parce qu'à chaque génération il a des nouveaux défis, etc. Ouais. Et des nouveaux standards, des nouveaux... Ouais. Excellent. Ensuite, je te relance, hein, parce que comme... Mais c'est gentil de me faire podcast, la relance. J'aurais dû te préparer, tu sais, comme ils font à la radio, les petites phrases de... Des petites phrases de relance, oui. De relance, ouais. Il y a une petite parenthèse que j'ai trouvée vraiment intéressante sur le libéralisme et son impact sur notre vision de Jésus. Où au final, Jésus a été vu comme... Alors attends, je retrouve la citation. Donc, dans les années 1800, les églises sont devenues de plus en plus libérales dans leur théologie. Et le libéralisme avait des racines dans le mouvement romantique, où la vision de la conception de Dieu était presque panthéiste. Et donc, on n'avait pas affaire au créateur transcendant de l'univers, mais à une présence spirituelle à l'intérieur de l'univers. Et donc, les théologiens libéraux, avec cette vision immanente, interprétaient la Bible comme une collection de fables morales. Et finalement, il y a une association entre le mot victorien et l'idée de l'époque victorienne et cette vision morale ou moralisatrice de la religion. Et c'est Dorothy Sayers, l'essayiste chrétienne, qui disait on est arrivé à c'est quoi ce mot? Mais cette idée de couper
les griffes du lion de Juda pour en faire Tailler les griffes. de tailler les griffes du lion de Juda pour faire du lion, en gros, un chat qui pouvait être caressé par les petites dames pieuses. Ouais, c'est le Et dompté, on a quoi. une... Pardon ? On l'a dompté. On l'a dompté, on l'a apprivoisé. Et donc, cette idée d'un Jésus apprivoisé qui a été associé à la bourgeoisie. Et donc, on a une vision, là aussi, du christianisme qui a été dénaturé, une vision de Jésus qui s'est inscrit dans une vision plus sociale que religieuse. Et elle dit, au lieu de s'échapper dans la culture du garçon, c'est-à-dire en refusant de rentrer dans ce récit bourgeois d'un christianisme apprivoisé, dont l'homme exubérant et libre veut s'affranchir, elle dit au lieu de s'échapper dans une culture du garçon, boy culture, une réponse plus biblique aurait été de reconnaître que le christianisme n'arrache pas les vertus du garçon. Cette tendance naturelle qui conduit beaucoup de garçons à devoir se battre, à devoir entrer en compétition, à construire des forteresses et à gagner. Plutôt, le christianisme appelle les hommes à diriger ces traits masculins pour combattre le mal, pour vaincre le péché, pour protéger ce qu'ils aiment et pour faire avancer la vérité biblique dans le monde. Le christianisme n'enlève pas la soif des hommes pour le risque et l'aventure, mais la redirige vers des buts éternels. Et ça, je trouve que c'est une des clés pour nous aussi, de ne pas réduire ce qu'est un homme à une conception historique et culturelle, mais de ne pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire ces dangers et ces exagérations ne reflètent pas du tout ce qu'est l'homme dans son essence et on doit tout jeter à la poubelle pour reconstruire. Ouais, c'est ça, la distorsion. Et pour reconstruire une idée d'une masculinité fondée sur un Jésus apprivoisé, tu vois, qui n'est plus le lion de Juda, mais qui est le chat de Paris. Tu le vois ? Oui, c'est tout à fait, ouais. Le chat du 16e. Et dire non, en fait, on reconnaît en fait qu'il y a des traits masculins. Et la question, c'est est-ce que ces traits masculins, ils sont employés pour la vertu ou est-ce qu'ils sont détournés dans le vice ? Ouais. Et je pense que d'inscrire justement la masculinité de nouveau dans le cadre transcendant, en fait, toute vision immanentiste de la masculinité ne peut que pervertir ce que l'homme a en lui et que Dieu lui a donné, justement aussi ce côté qui est lié au mandat culturel, de ce côté de dominer, de protéger, d'entreprendre, etc. En fait, ça va être orienté, enfin la finalité va être pour lui-même ou pour un projet qui est mondain, alors que s'il vit sa masculinité sous le regard de Dieu et se dit, bah, moi en tant qu'homme, mon rôle doit s'inscrire dans les normes du royaume et servir le royaume, et me soumettre à ça et chercher à avoir comme but en fait de m'inscrire dans la dynamique du royaume, alors il peut utiliser ce qu'il a en lui pour de bonnes choses et participer au bien, au shalom de la société, de sa famille premièrement, de l'Église aussi, et de toute la société. Et ils peuvent mettre en œuvre ce côté que tu retrouves dans les westerns de la conquête. En fait, il va pas conquérir pour lui-même ou pour des finalités qui sont mauvaises, mais va chercher à conquérir pour le bien, quoi. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais conquérir de bonnes choses
qui sont justement, on parlait de fait de bénir les autres, d'être au service de sa famille, de ses enfants, de l'Église, de développer des vertus, etc. et de participer au bien de la société, quoi. Dans les parties qui suivent, il y a aussi l'arrière-plan du. Ouais, cette vision s'inscrit, notamment, elle parle du mythe du bon sauvage. On en a parlé quand on a parlé de Oui, de Rousseau, Rousseau, tout à fait. dans notre série avec Truman. Mais elle dit, voilà, il y a aussi cette idée romantique que l'homme véritable et que l'humain véritable se retrouve quand il est détaché des contraintes de la société. Et on retrouve la même chose. Elle parle de Ernest Thompson Seton, qui est un précurseur et qui a grandement influencé Baden-Powell. Donc Baden-Powell, c'est le créateur historique du scoutisme. Et Ernest Thompson Seton a commencé un peu des mouvements scouts sans le formaliser. Et d'ailleurs, plus tard, il a été intégré à la direction du mouvement scout. Mais il a commencé des groupes de jeunes garçons en gros, pour leur apprendre à devenir des hommes. Et elle souligne que, bien sûr, qu'il y avait des aspects positifs et il y avait des vertus comme la loyauté, l'amitié, la gentillesse, le fait d'être digne de confiance. Tout ça, c'était cultivé. Mais elle dit, on oublie que le scouting, à la base, était vu comme une libération de mouvement des garçons pour libérer les jeunes garçons des femmes, en particulier des mères. Le scouting était inscrit dans une croisade pour sauver les garçons de leur mère et les réunir avec un idéal viril. Et donc il y a cette idée à la fois dans le scoutisme, mais aussi plus tard elle parle des week-ends un peu d'hommes sauvages. Ça s'appelait Wild Men Weekends. Les week-ends d'hommes sauvages, espèce de week-end où les hommes ils se retrouvent dans la forêt à danser autour de feux de camp et à faire des sacrifices d'enfants. Non. Ça c'est un autre épisode, mais on le fera quand on aura vraiment pas peur de la mort. Et là, c'est quand ça dégénère. C'est ça. Avec une image de chouette comme emblème. C'est ça. Non, là c'est des week-ends en fait où les hommes se retrouvent pour retrouver leur moi authentique. Et elle dit, c'est quand même bizarre que ces week-ends-là, ils veulent retrouver leur moi authentique en retournant à des cultures pré-chrétiennes. Et pourquoi on n'a pas pensé que le christianisme offrait les ressources pour développer une masculinité authentique? Et donc, il y a là aussi l'idée que le christianisme était trop associé à la féminité et notamment aux vertus qui étaient considérées comme féminines pour pouvoir donner les clés d'une masculinité authentique. Alors nous, c'est pas ce qu'on croit. Ce qu'on croit au contraire, qu'un homme authentique ne peut que se construire qu'à partir non seulement d'une vision du monde chrétienne, mais aussi grâce à l'œuvre de l'Esprit en nous, qui fait de nous des hommes véritables. Mais il y a toujours cette idée, en fait, on le voit encore aujourd'hui, de retraite pour découvrir l'homme qu'on est vraiment. Et cette découverte se passe en étant libéré des attaches. C'est-à-dire qu'on doit se retirer pour se trouver vraiment. Et on rentre finalement dans le même script où la définition de l'homme se fait en dehors de ses vocations. Et là encore, il nous semble que c'est l'inverse qui est vrai. Ce n'est qu'en retrouvant ses vocations qu'un homme pourra être véritablement un homme. Puisque ce n'est pas dans une liberté absolue que l'homme se définit, mais au contraire en assumant ses responsabilités. Excellent. Est-ce que tu voulais rajouter un truc ?
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette citation alors je sais pas comment il s'appelle en français. Peut-être c'est les 7 mercenaires? Oui. Un western où le vieux. Alors il y en a un nouveau là, mais il y a un vieux où il y avait Charles Bronson. Ouais. Et elle raconte ce passage dans le film où il y a un groupe de garçons du village qui accusent leur père d'être des lâches, quoi. Et il y a un des vieux cow-boys, justement, qui est joué par Charles Bronson, qui les reprend en leur disant « Ne dites plus jamais ça à propos de vos pères, parce qu'ils ne sont pas des lâches. Vous croyez que je suis brave parce que je porte un flingue, mais vos pères sont bien plus braves que moi parce qu'ils assument leurs responsabilités. Pour vous, pour vos frères, pour vos sœurs et pour vos mères. Je n'ai jamais eu ce genre de courage. » Et c'est à ce genre de courage que nous, on appelle les hommes, celui d'assumer les responsabilités que Dieu nous donne, responsabilités pour nous, mais surtout pour les autres. Tout à fait. Excellent. Je pense que Charles Bronson avec Charles Bronson, la messe est dite. On doit assumer nos responsabilités et encourager aussi les hommes, les pères en particulier, à être là pour éduquer leurs fils. Être absent du foyer, choisir délibérément d'être absent du foyer parce que en se drapant dans de pieuses excuses, je travaille plus, c'est pour la famille, etc. En fait, c'est maudire ses enfants. C'est faire l'inverse de ce qui nous est demandé. Et un homme doit être à la maison pour veiller sur sa femme, l'aider et éduquer ses enfants et son fils aussi en particulier, parce que sinon, de toute façon, le monde va l'éduquer. Le monde va l'éduquer, le script, le monde va lui donner un script, va lui donner des modèles, des héros, etc. Et en fait, il suivra ces héros-là, quoi. Et c'est à nous, en tant que pères, d'éduquer nos enfants et de leur donner les repères conformes à la parole de Dieu pour les aider à grandir dans un monde qui veut les pousser à la toxicité, quoi. Un monde qui va les rendre toxiques. Et il y a que et c'est notre rôle en fait de veiller sur nos fils, quoi. Et l'Église d'aider aussi les familles à assumer leur vocation. On en reste là, Matt? Yes. On se retrouvera la semaine prochaine, où après avoir vu le chapitre 8, nous verrons le chapitre 9, où il parle de quoi? Il parle du Your Inner Barbarian, le barbare qui est en vous. Voilà de quoi on va parler la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Telegram, soutenez TPSG, on a besoin de vous. Et abonnez-vous, mettez des pouces, des étoiles, tout ce que vous pouvez, donnez tout. Merci pour votre aide. Ciao. Salut.